Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capital Humain 3.0. Alors, on parle beaucoup de recrutement, de pénurie, de tension, de chiffres, de courbes, de tableaux de bord. Mais derrière ces indicateurs, il y a vraiment autre chose. Il y a des trajectoires humaines, des choix de vie, des renoncements, des silences aussi que les chiffres ne disent pas. Car le recrutement n'est pas seulement un sujet RH, c'est un fait social, un révélateur profond de notre rapport au travail, à la valeur, à l'engagement et parfois au sens même de nos organisations. Dans cet épisode, on va volontairement lire au-delà des chiffres, questionner ce que les données masquent, explorer les angles morts, démographie, départ à la retraite, métiers en tension, cadre en repositionnement, proches aidants aussi, attentes invisibles des candidats. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Eric Gras, dont les analyses du marché de l'emploi se distinguent par une chose devenue assez rare, c'est-à-dire la nuance. Une lecture à la fois rigoureuse et profondément humaine, une approche systémique qui ne se contente pas de commenter des données, mais qui interroge sur ce qu'elles disent ou ne disent pas de nos organisations et de notre société. Avec Eric, nous allons explorer une question vraiment centrale. Sommes-nous face à une pénurie de talents ou face à un retard d'adaptation de nos modèles de travail et de recrutement? Bienvenue dans Capital Humain 3.0, un espace pour penser le travail autrement et peut-être aujourd'hui pour regarder le recrutement avec un peu plus de lucidité et de responsabilité. Bienvenue Eric, je suis enchanté de t'accueillir dans l'émission. Merci, bonjour Johan et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et très content d'être là avec toi. Et écoute, alors avec cette intro, forcément, ben, les gens ont envie d'en savoir plus sur toi, sur qui tu es, au-delà de tes fonctions, parce que voilà, tu as un poste stratégique chez Indeed. Euh, Au-delà de tes fonctions, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours, ta genèse, et puis ce qui t'a amené à être l'homme que tu es aujourd'hui? Ouais, je vais essayer de faire vite, parce que parler de soi, c'est pas un exercice forcément facile. Euh, Déjà, j'ai 51 ans, donc faire vite sur 51 ans, sachant que j'ai commencé à travailler à 15 ans et demi, mon histoire professionnelle est assez longue. Pour des raisons personnelles et familiales, j'ai dû me mettre au travail assez tôt pour être autonome et avoir une forme d'indépendance assez rapidement. J'ai fait 6 ans d'études en alternance dans le commerce. J'ai commencé par un CAP, BEP, vente action marchande, ça s'appelait comme ça à l'époque. En gros, j'ai commencé par vendre des jeans. C'était le seul qui m'avait accepté, avec des horaires à rallonge. J'étais corvéable à merci, je travaillais les samedis, tous les dimanches matins, etc. Euh, mais c'est formateur. La deuxième année, alors pareil, on m'avait dit ça ne se fait pas, parce que c'était un cycle de 2 ans. J'ai changé de patron. On me dit normalement, tu as ton patron pendant 2 ans. Et mon patron était tellement un mauvais patron que j'ai pris les devants et j'en suis allé chercher un autre. L'année suivante, j'ai vendu des costumes chez Hugo Boss. Et j'avais une super patronne et qui m'a appris à me tenir. La clientèle d'Hugo Boss était des gens qui avaient de l'argent, des patrons, des chefs d'entreprise, etc. Donc j'ai appris à parler, à me tenir, à m'habiller, enfin voilà, des choses assez simples, mais qu'on n'apprend pas souvent. Ensuite, j'ai travaillé dans le monde de l'hôtellerie de luxe. Je travaillais avec un agent commercial indépendant et en fait, on vendait de l'équipement hôtelier pour tous les grands palaces parisiens, le Plaza, le Ritz, le Crillon et le Georges V, etc. J'ai découvert un monde assez incroyable, un monde d'exigence.
avec Mhm. des gens au service des autres. Et j'ai découvert tout ce qui font les petits détails que tu ne vois pas, mais qui font le luxe et la perfection, et avec des gens extrêmement reconnaissants. Donc, on travaillait avec beaucoup d'artisans parce que la plupart des choses qui sont faites pour les palaces sont faites par des entreprises artisanales en France. Et donc, tout ce que tu vois sont des modèles uniques. Ce qui est fait pour le Ritz ne doit pas être fait pour le Georges V, etc. Mhm. Donc là aussi, bah, de l'exigence, de la rigueur. Et ensuite, j'ai fait un BTS chez AXA, où Claude Bébéar, qui était le fondateur d'AXA, avait décidé de former les futurs agents généraux. Et en gros, l'objectif était de passer du monde de l'IARD, donc de l'assurance auto-habitation, au monde de l'assurance vie et du placement. Et donc, j'ai été la première session de formation Ah oui. en parallèle comme ça et dédiée à AXA. C'était assez passionnant. J'ai rencontré un grand capitaine d'industrie qui a fait d'AXA une des plus grosses compagnies au monde. Voilà. Et puis ensuite, je me suis lancé dans la vie active. Alors, je suis parti à l'armée parce que j'ai fait partie des derniers qui ont dû faire l'armée. Je ne voulais vraiment pas faire l'armée. J'avais pas envie de perdre mon temps. J'avais un boulot qui m'attendait, la vie qui m'attendait, et j'ai dû le faire. Et en fait, après coup, je te dis que franchement, je ne regrette pas d'avoir fait l'armée. Euh, on était 15 dans une chambrée. C'était fait exprès d'avoir toutes les couches sociales différentes. Et on t'oblige à apprendre à vivre ensemble, à Mhm. faire un, à respecter des ordres, bien sûr. Alors, il y a des côtés un peu stupides, des fois, c'est là un peu pour te casser, etc. Mais le côté communautaire, le côté solidarité, euh, le côté non discriminant, de vivre ensemble, d'apprendre à vivre ensemble, etc., apprend beaucoup de choses sur la nature humaine. Donc moi, ça m'a appris pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé ça. Et donc après, je suis rentré dans la vie active, je suis rentré chez AXA, et rapidement, je me suis rendu compte que ce métier n'était pas fait pour moi. J'arrivais pas. Et on y reviendra tout à l'heure, mais quand tu n'arrives plus à te lever le matin, Mhm. tu as une boule au ventre, que tu n'as pas l'énergie, que tu n'as pas le truc, tu n'as pas la flamme. Alors, il y a plein de gens qui arrivent à le faire, hein, et j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Moi, j'arrive pas. J'ai besoin d'un truc qui m'anime, sinon, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à bosser, j'arrive pas à être productif, j'arrive pas à être bon, je deviens vite mauvais, etc. Bon, voilà. Donc, j'ai fait ça pendant un an, je suis parti et j'ai regardé à l'époque les petites annonces dans les journaux. Mhm. Et il y a deux entreprises qui recrutaient des niveaux bac+2 assez facilement, en masse, avec des perspectives d'évolution. C'était Manpower et Adecco. Et c'est comme ça que je suis tombé, par hasard, entre guillemets, dans le monde du recrutement. Et donc, j'ai choisi Adecco. Les deux m'avaient accepté. Manpo en CDI, Adecco en CDD. J'ai pris Adecco parce que les humains que j'ai rencontrés chez Adecco me donnaient vachement plus envie. Mhm. J'ai fait 15 ans chez eux. J'ai appris énormément de choses. J'ai grandi, évolué. J'ai fait plein de postes différents. J'ai fait beaucoup de régions différentes aussi. Voilà. Après, au bout de 15 ans, je me suis un peu lassé. Donc, j'ai démissionné. Je suis parti à l'AFPA, monde de la formation professionnelle, qui m'intéressait énormément. Bon, l'AFPA, c'est un peu particulier, mais j'ai appris aussi beaucoup de choses. Ensuite, j'ai travaillé chez BPI Group, le domaine du reclassement individuel, collectif, du coaching, etc. Donc, j'étais très orienté par d'autres aspects du monde du recrutement, des ressources humaines. Et j'ai travaillé beaucoup sur les reclassements, les plans sociaux. Et donc là, j'ai vu des gens en souffrance, en fait, souvent des gens de 50 ans ou plus de 50 ans, qui du jour au lendemain ont été jetés comme des merdes, il n'y a pas d'autre mot, par leur boîte, après avoir donné 25 ans, 30 ans de leur vie. Des gens où c'est difficile de faire le deuil du Eh oui. métier, de l'entreprise, des habitudes, euh, se reconvertir, et tout, enfin, des choses difficiles, quoi. Donc ça m'a appris, pareil, beaucoup de choses sur le monde de l'emploi. Et puis après, j'ai fait d'autres petites boîtes. Et puis, je tournais un peu en rond. Et puis, je me suis rendu compte, comme plein de Français, qu'on me proposait toujours les mêmes jobs dans les mêmes industries. Et quand je voulais faire un pas de côté, en fait, on t'enferme dans des cases en France. Oui, Euh, c'est et vrai. même avec le même métier, hein, juste changer d'industrie, c'est extrêmement compliqué. Et puis, souvent, on m'avait mis en face mon faible niveau d'études, en me disant, ton BTS, ça vaut pas grand-chose.
Je dis, bah ouais, mais j'ai 20 ans d'expérience. Ouais, mais quand même, pour des postes de direction, faut faire des grandes écoles et tout. Donc, à 40 ans, j'ai repris les chemins des bancs de l'école en parallèle du travail et j'ai fait un master management des ressources humaines à Sciences Po. Ok. Et là, d'un seul coup, des portes s'ouvrent, on te considère autrement. Alors, je dis pas que la formation était inutile. Elle est vraiment hyper quali, très utile, c'était très bien. J'étais en formation avec d'autres DRH de grosses boîtes. Mais honnêtement, je suis pas devenu radicalement plus intelligent du jour au lendemain. Mais la perception et le regard qui a été posé sur moi par certaines personnes a changé. Donc voilà, donc c'est triste, mais bon, c'est important. Et donc C'est j'avais important de le souligner, 40 ans. notamment par rapport à ces sujets. C'est bien que et je suis content que tu puisses avoir cette authenticité, de pouvoir le partager, parce que c'est un vrai sujet, ça. Et on y reviendra certainement dans l'émission, mais Ouais, c'est c'est un un vrai vrai. sujet. Ouais. Ouais. Et pour aller très vite après, donc pareil, donc 40 ans et tout, puis là, donc je me suis posé et je me suis dit, bah, t'as 40 ans, il te reste au moins 20 ans à bosser. C'est juste à la moitié de ta vie professionnelle. Prends ton destin en main. Donc, qu'est-ce que tu aimerais faire? Vers quel type d'industrie? Et donc, bah, il y avait déjà l'arrivée de l'IA, pas de l'IA générative, mais de l'IA, de la tech, etc. Et je me suis dit, c'est vraiment vers là que je dois me tourner, parce que l'avenir est là, et c'est là où je vais prendre du plaisir, et je pense que je peux apporter quelque chose à cette industrie, et cette industrie va pouvoir m'apporter. Donc, j'ai fait une shortlist de boîtes qui m'intéressaient, et j'ai pas regardé s'il y avait des jobs, j'ai juste regardé si j'avais des contacts, parce que tu sais qu'on est potentiellement à 2 ou 3 contacts de C'est n'importe ça. où dans le monde. Mhm. Et donc, j'ai commencé comme ça à activer mon réseau que j'ai toujours travaillé. Ça, c'est un autre conseil que je donnerais aux gens. N'attendez pas d'être en recherche pour travailler votre réseau. Ça se travaille vraiment sur le long terme. Rendez service avant de demander des services aussi. Ça, c'est un deuxième conseil. Et donc, j'ai activé mon réseau. Et parmi les gens qui ont répondu, il y avait le DG d'Indeed à l'époque et qui se partageait entre Paris et Marseille. Et donc, moi, j'habite dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence. Et qui me dit, bah, rencontrons-nous ce week-end, on va boire un verre sur le Vieux-Port à Marseille. Et on a discuté pendant 2 heures et demie. 2 jours plus tard, je recevais mon contrat. Et je commençais après mes vacances, fin août, avec une semaine d'intégration à Dublin, une semaine à New York. Et après, j'ai mis mon premier pied dans le bureau de Paris. Et ça va faire bientôt 10 ans que je suis chez Indeed maintenant. Ah oui, quand même. Mm. Alors, j'ai essayé de faire vite. Mais tu vois, c'est Non, mais compliqué. c'est important parce que moi, on parle beaucoup de sens dans ces émissions et moi, je trouve que c'est important de savoir qui il y a derrière Eric, au-delà de ta fonction. Souvent, on est focalisé sur la fonction, mais c'est important de savoir le parcours parce que ça donne envie. Et puis, tu vois, ceux qui nous écoutent, tu as aussi peut-être des jeunes qui nous écoutent, des jeunes managers en disant, ben voilà, ben c'est possible, on peut partir du bas de l'échelle, entre guillemets, entre guillemets, hein, et c'est inspirant. Donc, merci pour ce partage en tout cas. Exactement ça. C'est possible. C'est pas forcément plus rapide, Oui. mais c'est possible quand on s'accroche et quand on veut vraiment, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, tu t'occupes quelle fonction chez Indeed? Et puis, quelles sont un peu tes prérogatives? Alors, je suis mon titre exact qui est sur mon contrat de travail, c'est Senior Manager Talent Strategy. Les Américains adorent les titres à rallonge. En gros, je suis expert du marché de l'emploi pour Indeed en France. Je suis aussi brand ambassadeur, donc ambassadeur de la marque. Et donc, mon job consiste à décrypter, analyser toutes les données qu'Indeed collecte en France et dans le monde, plus toutes les études. On a énormément de choses pour analyser, décrypter le monde de l'emploi. Des deux prismes, en fait. On a beaucoup de données côté comportement candidat et beaucoup de données côté comportement recruteur. Et donc, il y a un certain nombre d'écarts, un certain nombre de tensions qu'on arrive à décrypter, analyser. On fait aussi des études avec des instituts de sondage français et mondiaux, parce que la donnée, elle ne montre pas tout. Donc, on veut aussi capter les intentions à l'instant T pour voir ce qu'il y a parfois derrière les chiffres, parce que parfois, un seul chiffre, tu peux l'interpréter plein de façons différentes. Et tu le disais en préambule, bah, il faut de la nuance. Mm. Et puis, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un scope large. C'est-à-dire qu'on est très focalisé parfois sur soi-même, sur son entreprise, son secteur d'activité, sa région, son pays. Et quand on ouvre un peu les chakras, bah, on se rend compte qu'il y a des bonnes pratiques ailleurs, qu'il y a des tendances
qui ont démarré, qui vont arriver chez nous. Et donc, on peut toujours se fermer les yeux, se voiler la face. Quand on ouvre les yeux et qu'on regarde ça, bah, ça permet d'anticiper, d'appréhender le monde autrement. Donc, mon job, il est d'évangéliser le marché. C'était mon titre avant, d'ailleurs. Ils appelaient ça un évangéliste du Ah recrutement. ouais. Moi, j'adorais ça, mais c'est assez clivant. Ouais, en France, Comme c'est. Mais donc, mon job, c'est de faire ça. Je fais beaucoup de conférences, d'ateliers pour nos clients, et même pas que pour nos clients, d'ailleurs, pour les entreprises au sens large. Et j'interviens bah, beaucoup dans les médias, presse écrite, 2 à 3 fois par semaine, des podcasts, des webinars, et bien sûr de la télé assez régulièrement aussi. Voilà. Alors, c'est intéressant, tu parlais notamment des chiffres, des données, de nuances. La question que je me pose, et peut-être que se posent les auditeurs, c'est à travers ce qui est véhiculé comme données actuellement sur les domaines en tension au niveau du recrutement, est-ce qu'il y a des choses qui passent à travers les, entre guillemets, pas les mailles du filet, mais qu'on ne voit pas, et que toi, tu as pu détecter avec ton approche nuancée sur des tendances, des signaux faibles, des choses en fait qu'on ne voit pas dans et qui ne sont pas partagées dans le consensus commun. Ouais. Ah bah, justement, tu vois, on revient sur la nuance. Bon, c'est un peu mon exercice qui est difficile, c'est que les médias aiment bien sortir un truc, c'est noir ou c'est blanc, et même quand on fait une étude, ils vont prendre le chiffre le plus clivant. Hmm. Et bon, derrière, je vais apporter de la nuance. Donc, si tu écoutes les médias aujourd'hui, rien ne va plus, le chômage remonte, c'est compliqué, rien ne va, etc. Si tu regardes les chiffres, en fait, déjà, il y a une espèce de bulle post-Covid où en fait les offres d'emploi ont explosé. D'accord? Et là, on revient potentiellement à ce qu'on a connu avant Covid. Donc, on revient à la norme de 2019-2020, qui était un marché de l'emploi qui était déjà en tension, hein. On a Ouais, oublié, c'était il y a 6 ans, mais ouais, avant c'est le vrai. Covid, c'était déjà pas simple de recruter. Quand on faisait des études, 60% des recruteurs disaient avoir de vraies difficultés à recruter il y a 6 ans. Aujourd'hui, 70% des recruteurs disent avoir des difficultés à recruter. Ok, ah oui, quand même. Le taux de chômage, il a augmenté de 0,1 point. On est passé de 7,5 à 7,6. Pour les vieux comme moi, j'ai toujours connu un taux de chômage entre 9 et 10%. Hmm. Donc, il y a moins de candidats sur le marché qu'avant. Ça, c'est une certitude. Les tensions sont là, avec des écarts très importants. On a 9%, 9,6% d'offres d'emploi en plus aujourd'hui qu'avant Covid. Mais ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Les métiers de la santé, du service à la personne, c'est 200-300% d'augmentation d'offres Ah oui, quand même. versus il y a 6 ans. Et tu as des métiers qui sont en retrait, plus les métiers col blanc. Hmm. Les métiers du marketing, des métiers de la data, par exemple, les développeurs juniors, eux sont très impactés à la baisse. Pour autant, au-delà des offres, il faut toujours mettre en parallèle les candidats. Donc, en fait, sur certains métiers, il y avait déjà très peu de candidats et il y avait beaucoup d'offres. Donc, même si tu as 3 fois moins d'offres, tu as toujours moins de candidats que d'offres. Donc, il y a moins de tension sur certains métiers, c'est vrai. Sur d'autres, il y a beaucoup plus de tension, mais il y a aussi ce que j'appelle les rotations d'offres. Quand tu as 300% d'augmentation d'offres sur les métiers du service à la personne, par exemple, c'est pas que tu as une croissance de 300% des offres, c'est que tu as un turnover qui est beaucoup plus important. Eh oui. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que, en gros, et ça c'est une tendance qui va rester, historiquement en France, la plupart des métiers qu'on dit col bleu, donc à faible niveau de qualification, faible niveau de rémunération, tu as un terreau de candidats qui est très important. Des gens qui ont des compétences transférables, qui peuvent aussi bien bosser dans un hôtel, un restaurant, faire le ménage, etc. Et c'est des métiers, on n'avait pas trop de difficultés à recruter. Il y a de la main-d'œuvre. D'accord? Il ne faut pas être discriminant, il faut être inclusif. Tu prends entre guillemets ce qu'il y a, mais il y a de la main-d'œuvre. Là, sur ces métiers-là, tous ces métiers sont en tension. Il y a une courbe démographique qui s'est inversée. Ça fait partie des métiers où il y a le plus de départs à la retraite. Ce pas les métiers les plus attractifs, par définition, et c'est des métiers où tout le monde a le choix. Donc, en gros, quand tu veux bosser et que tu n'as pas de diplôme et que tu es sur ces métiers col bleu avec des salaires proches du SMIC, eh ben, ce qui est nouveau pour les patrons, c'est que les gens ne restent pas. Et si tu les traites pas bien, et ce n'est pas une question de salaire, hein, parce que tout le monde est à peu près dans les mêmes niveaux de salaire, Oui. mais si tu n'as pas le bon équilibre vie pro, vie perso, si tu
tu trouves pas de solution, par exemple, pour aménager un peu les horaires de travail parce qu'il y a des contraintes, que tu les traites mal, que tu les manages mal, etc., eh ben, les gens se barrent parce que c'est très facile de retrouver un autre job dans le même métier ou dans un autre métier ou un autre secteur d'activité. Et sur les cols blancs, donc on entend beaucoup aujourd'hui dire que c'est la crise pour les cadres. C'est pas la crise, on revient en gros au niveau d'avant. Donc c'est fini la bulle où il y avait énormément d'offres. En effet, il y a beaucoup moins d'offres, mais le taux de chômage des cadres est 2 à 3 points inférieur au taux de chômage global. Donc il y a une tension qui est plus Mhm. forte. Et dans une période d'incertitude comme on la vit aujourd'hui, les cadres bougent pas. En gros, quand tu es en poste, Mais bah, oui, s'il y a moins d'offres, quand tu veux recruter un cadre en ce moment, bah, c'est compliqué parce que le cadre, dans le contexte actuel, où il y a de l'incertitude et tout, bah, il préfère rester au chaud. Et tu verras, on en reparlera dans quelques mois quand l'activité va repartir, parce qu'elle repartira. Et en mhm. espérant que l'activité géopolitique se calme aussi, on va parler à nouveau de grandes démissions. En fait, tu auras Mm. juste un phénomène de rattrapage, parce qu'il y a plein de gens qui veulent partir aujourd'hui, qui partent pas et qui partiront quand le marché sera plus favorable. C'est un différé en fait qui se passe. Exactement. Ah, Exactement. ok. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que cet aspect démographique, en fait, on n'en parle pas souvent. Est-ce que, justement, toi, quand tu as des DRH en contact, que tu accompagnes, est-ce que tu les sensibilises à aller aussi de leur côté regarder la pyramide des âges, à aller regarder ces signaux faibles, à aller regarder pourquoi il y a du turnover, quand il y a du turnover chez eux, pour avoir une approche globale du recrutement? Alors, ce qui est nouveau, c'est ce que je disais en préambule, c'est qu'avant, tu pouvais avoir des certitudes sur du long terme. Et la plupart des boîtes même faisaient des plans à 3 et 5 ans assez facilement, des plans business, hein. Ouais, ouais. Aujourd'hui, tu n'as pas de stratégie business si tu n'as pas de stratégie RH. Et donc, si tu ne maîtrises pas ton turnover, par exemple, c'est une catastrophe. Et donc, une boîte qui a un turnover qui augmente va avoir aussi des difficultés à recruter, et ça coûte cher de recruter, et ça coûte cher de limiter le turnover. Donc, ce qui se passe, c'est que naturellement, puisque le rapport au travail change, tu travailles plus 40 ans comme avant, hein. Avant, c'était 20-40-20, Mhm. 20 ans d'études, 40 ans de travail, 20 ans, je profite de la retraite à partir de 60 ans. Là, tu auras ta retraite à taux plein à 67 ou 70 ans. Les gens envisagent le travail différemment. Le marché va être de plus en tension, donc les gens restent moins dans les entreprises. Ils bossent plus en mode projet. Ils ne restent pas 15 ans. Et même dans le secteur public, j'en discutais hier avec le secteur public, pour eux, c'est assez nouveau. Même dans l'armée, hein, les gens signaient pour 15 ans et ils avaient une retraite pleine, entre guillemets, au bout de 15 ans. Là, les gens restent en moyenne 5 ans. Et même dans des belles institutions de la fonction publique, même, parce qu'il y a les contractuels et les concours, tu sais. Mhm. Contractuel, c'est en gros, tu es en CDD. Et ben, même les gens qui passent les concours, etc., sur certains métiers, ne restent que 5 ans en moyenne et ils s'en vont après. Alors qu'avant, tu étais Ça se voyait fonctionnaire, pas. tu restais fonctionnaire. Mm. Et donc, dans le secteur public ou dans les entreprises, tu as ça. Donc, les RH, oui, ils sont extrêmement sensibles. Pour la plupart, tu en as toujours qui sont un peu à côté de la plaque, mais quand même, globalement, ils ont compris ça. Par contre, les patrons ont du mal à le comprendre et les managers opérationnels ont du mal à comprendre aussi que le monde a changé. Donc, dans la façon de recruter, d'être réactif, d'être plus en mode séduction avec les candidats et tout, bah, il y a un gros travail de pédagogie à faire. Et c'est là où parfois je les aide et je fais des conventions, des conférences internes pour avoir un regard extérieur, en fait, pour expliquer tout ça. Mhm. Et il y a un truc, une urgence que la plupart des entreprises ne font pas. À chaque fois que je pose la question, je me dis c'est quand même hallucinant. C'est comme il y a une pyramide des âges qui s'est accélérée, donc qui vieillit, et qu'il y a aussi potentiellement moins de jeunes, hein, puisque pour la première fois depuis quasiment un siècle, pas loin d'un siècle, 80 ans, les décès ont dépassé les naissances. Ouais. Donc c'est problématique. Et je leur dis, est-ce que vous avez regardé votre pyramide des âges dans votre entreprise? C'est-à-dire qui va partir en retraite quand? Mm. Sur quel métier? Et donc, quelles sont les compétences qu'il va falloir absolument remplacer, anticiper, parce que tu as des compétences stratégiques et peut-être qu'il faut anticiper avec des métiers de l'alternance, justement, et prendre 2 ans, le temps de former, d'avoir un tutorat, un mentorat, etc., etc. Et en fait, comme il y a un climat d'incertitude économique, géopolitique très important, et ben, beaucoup de boîtes, elles raisonnent très court terme, elles n'arrivent plus à faire des stratégies long terme, et elles recrutent last minute sur des métiers en hypertension, où de plus en plus, elles n'arrivent plus à recruter.
Et ça coûte plus cher du coup, au final, Ah oui, ça coûte de nos jours. systématiquement plus cher de recruter dans l'urgence Mm. que d'avoir un plan sur le long terme. Est-ce que cette dimension justement économique au niveau des boards, tu effectues justement cette sensibilisation, ce que coûte par exemple des engagements des collaborateurs et d'avoir cette approche économique qui rejoint aussi la notion de performance sociale quelque part finalement. Est-ce que Ouais. tu trouves un écho dans les dirigeants de plus en plus? Oui, ça commence. Parce qu'il y a un certain nombre d'études qui ont montré ça avec des chiffres. En fait, quand tu t'adresses à un grand patron et que tu lui parles de marque employeur, de bienveillance, machin, il te dit, OK, je le fais quand j'ai le temps, ou l'inclusion, la diversité, l'inclusion, etc. Il y a des budgets et tout dédiés. Puis quand c'est la crise, je peux dire que c'est les premiers budgets qui sautent. Eh oui, On fera ça plus tard. Hein. Ouais, OK, les handicapés, les seniors, les jeunes, on verra après les programmes spécifiques. Et je leur dis, non, en fait, vous n'avez pas compris. Vous êtes obligé de le faire parce que c'est la réalité du marché et c'est ça qui va vous aider à être performant, etc. Et donc, il y a certains chiffres. On a une étude notamment qu'on avait faite, nous, avec l'Université d'Oxford aux États-Unis, et on avait analysé le top 500 des plus grosses boîtes américaines, et on a regardé leurs notes de bien-être au travail. Donc, en gros, leurs notes marque employeur, comment ils considèrent, comment ils traitent leurs salariés, comment ils recrutent et comment ils accueillent les nouveaux entrants. Et on a mis en parallèle la valorisation boursière de ces boîtes et l'évolution de la valorisation boursière de ces boîtes. Et on a regardé juste ça sur 3 ans. Et bien, toutes les boîtes qui sont dans le top de ces valorisations boursières et dans le top de croissance ont systématiquement les meilleures notes en termes de bien-être au travail. Donc, quand tu es une super boîte de la tech ou je sais pas quoi, qui est en hyper croissance, etc., c'est génial. Mais si tu traites mal tes salariés, mécaniquement, tu vas être rattrapé par le turnover, par le fait que les gens sont moins efficaces, sont plus productifs, sont plus malades, etc., etc. Donc, les grands patrons aujourd'hui l'ont compris. Euh, Plus ou moins, ils mettent en place des stratégies à fond dedans. Mais il y a une vraie nouvelle prise de conscience parce que grâce à ces indicateurs, à ces KPI, ils voient qu'il y a un lien de cause à effet. Donc, les patrons ne sont pas des philanthropes. bien Voilà. sûr. Mais ils ont compris qu'en investissement, en investissant pardon, sur le bien-être au travail, ça te permet d'avoir les meilleurs collaborateurs. Et on a beau parler d'IA, de machines et tout, on a besoin d'hommes et de femmes hein, pour faire tourner les boîtes. Et tu obtiens le meilleur des gens quand tu les traites bien. Je fais juste un petit aparté, parce que justement, comme je suis passionné de ça aussi, et je suis les coûts des engagements, on fait des simulations, et en moyenne, il y a le cabinet Mozart Consulting qui produit l'IBET depuis très longtemps, d'ailleurs, que l'INSEE reprend. Et en moyenne, le coût de désengagement moyen, tout secteur confondu, euh, avec des coûts compressibles, c'est-à-dire sur lesquels on peut agir, c'est à peu près de 10 000 € par an et par salarié. Ouais. Donc c'est faramineux. Et on se rend compte que dans les boards, dans les KPI, c'est noyé dans un poste de masse salariale, mais ce coût n'est pas extrait, ventilé. Et c'est En fait, c'est des intéressant. coûts Des coûts compliqués, ouais, cachés? c'est ça. Ouais. Ouais. Mais ce que tu peux mesurer, c'est quand même l'absentéisme, par Ouais. exemple. Les démissions, donc le turnover, ça c'est deux indicateurs très clairs que tu peux mesurer. Et tu ATMP aussi? Oui, voilà. Et tu peux, de façon un peu plus subtile, aussi mesurer au sein d'un même service ou dans différents services, quand tu as différentes entités, entre ceux qui sont mal notés en termes de management et ceux qui sont bien notés, la productivité, Ouais, c'est vrai. l'efficacité. Et ça se voit systématiquement. On avait fait une étude comme ça avec une entreprise logistique mondiale. Mhm. Et selon la qualité du management, en fait, ils mettaient en corrélation les pulse surveys internes en termes de qualité de management notés par les collaborateurs et puis les rendements. Et pareil, c'était lié systématiquement à chaque fois. Donc, si tu sais où regarder, tu Eh arrives oui. à trouver la bonne info. Alors, est-ce que j'ai une question que je me pose aussi, c'est que tu vois en termes de comment te dire, de besoins au niveau des compétences, est-ce que les compétences intrinsèques humaines, au-delà des hard skills, hein, des soft skills et davantage aussi, est-ce que tu vois qu'il y a vraiment de plus en plus une exigence de la part des recruteurs sur ces aspects-là, sur le comportement humain, sur la facilité, tu as parlé un petit peu d'adaptation. Est-ce que tu vois des typologies de comportements qui sont très demandées en ce moment
peut-être en fonction des secteurs d'activité, mais qui sont très demandés dans Ben, le en gros, recrutement. il y a deux, trois compétences qui sont transverses à tous les métiers, partout. Un, c'est la capacité d'adaptation, tu l'as dit, mais ça devient un enjeu majeur parce que l'entreprise et le monde et l'environnement social n'est plus aussi stable qu'avant. Et donc, quand l'entreprise doit s'adapter, si tu as des salariés hyper réfractaires au changement, pas habitués au changement, pas ouverts au changement, bah, tu pars tout seul devant et les gens ne te suivent pas. Donc, il faut quand même un minimum d'aptitude. Et ça se travaille aussi, donc c'est aussi de la responsabilité de l'entreprise et du management, hein. C'est pas que de la responsabilité des gens, mais en tout cas, c'est une compétence qui est vraiment recherchée, notamment quand on recrute des jeunes, bah, cette capacité à dire, OK, je te recrute sur tel poste, à tel niveau, machin, et potentiellement, demain, je vais te changer de projet ou je vais te faire ci, je vais te faire ça. OK, d'accord. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, enfin, il y a trois choses, hein, mais la deuxième Mhm. chose qui est au même niveau que la première, c'est la capacité d'apprentissage. Parce que aujourd'hui, et c'est compliqué pour les écoles, hein, je ne jette pas l'opprobre sur le système éducatif, mais il y a un écart qui se creuse de plus en plus important entre le degré d'exigence et le besoin des entreprises et ce à quoi forment les écoles, le pays. Donc, il y a un besoin de continuer à apprendre en permanence, et donc cette capacité à apprendre en permanence pour être à niveau, à la fois formée par l'entreprise, mais la curiosité de chaque individu de se mettre à jour soi-même. Dans les pays anglo-saxons, ça c'est très culturel. En France, on dit en gros, tu vois, par exemple le sujet de l'IA, ah bah ouais, bah faut que la boîte me forme sur l'IA. Et mec, tu peux aussi te former toi-même, faut être aussi un peu curieux. C'est ton employabilité qui est en jeu. Mhm. Et on a du mal en France à se prendre en main. Preuve en est le CPF, qui est rarement Ah oui, utilisé à bon escient. Et on va se payer un permis bateau, un machin, un bidule avec, etc. Sans compter toutes les arnaques qu'il y a eu oui. sur le sujet. Mais l'objectif de base, il était sain. C'était de dire, il y a un budget formation de la part de l'entreprise, mais toi aussi, tu as un budget formation pour toi pour augmenter ton employabilité, etc. Donc ça, c'est extrêmement important et ça fait vraiment la différence entre un bon et un mauvais collaborateur, hein, cette capacité à apprendre, à évoluer, à se remettre en question. Et trois, malgré l'ère du télétravail, etc., c'est le travail en équipe. Le collectif, même en distanciel, etc., est très, très important parce que tout seul individuellement, t'es pas grand-chose. C'est le fameux dicton, hein, tout seul, tu vas plus vite, ensemble, on va plus loin. Et c'est vraiment ça. Et que ça soit sur pareil, tout type de métier, col bleu, col blanc, etc. Quand tu es sur un chantier, faut que tu aies une intelligence collective, de travailler avec tes collègues, d'avoir une complémentarité de compétences, de polyvalence. Ça fait la différence. Donc, quand tu as ces trois qualités humaines, même s'il te manque des compétences techniques, franchement, ça fait quelqu'un de bien et un élément important pour l'entreprise. Quand je t'écoute, je réfléchis tout avec toi, hein, je pose ça là et aux auditeurs. Est-ce qu'on rentre dans une logique peut-être de co-responsabilisation où je mets en versus où peut-être on a passé des années, peut-être héritage d'un modèle société très paternaliste, et là on rentre dans une société peut-être où ben, on promouvoit peut-être plus la responsabilisation individuelle sans renier aussi la responsabilisation des organisations, des collectifs, mais est-ce qu'on rentre dans cette logique-là? Et ce qui fait que mécaniquement, en fait, les attentes se positionnent telles que tu l'as expliqué. Mais clairement, et notamment la nouvelle génération, Mm. l'a clairement compris. En fait, tout ce qu'on a vécu pendant des décennies avant laisse des traces. La génération de nos parents, c'était un métier, une entreprise toute leur vie. Et ce que je te disais tout à l'heure, hein, il y a eu de la casse sociale dans les années 80, etc. Quand tu vois ton père ou ta mère qui, du jour au lendemain, se retrouve au C'est chômage, vrai. à Mm. travailler toute sa vie pour une entreprise corvéable à merci, tu sens ça comme une trahison. La génération d'après, c'est-à-dire la mienne, déjà, c'était deux, trois métiers dans au moins cinq entreprises toute sa vie. Donc, il y a de l'engagement, etc., mais on est moins attaché. Et la nouvelle génération a tout compris. C'est-à-dire que moi, j'aurais Mm. voulu être dans le contexte actuel. On dit souvent les jeunes, ils sont pas fiables, ils sont pas ceci, ils sont pas cela. En fait, ils sont ce qu'on aurait aimé être. C'est juste qu'ils ont un peu plus, eux, le choix et qu'il y a une inversion un peu du rapport de force et que eux ont très bien compris que, bah, il fallait se bouger, que le monde allait très vite, qu'il va falloir travailler plus longtemps
Et donc, avoir le même métier toute sa vie, c'est quand même usant et fatigant. Et donc, on va faire des choix de vie différents. Donc, le salarié d'aujourd'hui et de demain va être son propre agent, va prendre sa destinée en main. Et ça, je trouve ça génial. Et on voit de plus en plus de gens, alors je parle des jeunes, mais même des moins jeunes, autour de 45 ans, qui se prennent en main en disant putain, je suis qu'à la moitié de ma vie pro, il me reste 20 ans à bosser, j'ai déjà bossé 20 ans. Je fais une reconversion professionnelle. Alors, j'essaye en postant, en répondant à des offres à droite à gauche, mais bon, les taux de réponse sont faibles. Et ben, je vais me former, je vais me faire ci, je vais me faire ça. Et donc, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, de gens Mm. qui se lancent dans le commerce, dans le coaching et tout. Bon, il y a tout et n'importe quoi aussi, Oui. mais oui, je pense que c'est ce qu'on voit en termes de tendance et qui augmente de plus en plus. Les gens se prennent en main et n'attendent plus de subir comme avant, entre guillemets, le job, l'emploi toute leur vie. Et donc, ça fait des gens plus engagés, moins stables dans le temps, mais beaucoup plus engagés. Je trouve ça beaucoup plus efficace. Et quelque part, cette génération sens, parce que finalement, elle a peut-être pas forcément d'âge, mais elle peut-être a dit tout haut ce que beaucoup pensaient de manière inconsciente tout bas, quelque part. Enfin, c'est... Évidemment. Alors, j'aimerais aussi, en avançant dans cette émission, te parler notamment d'une nouvelle composante qui arrive, c'est la notion de proche aidant, de, de la dimension du perso et du pro, comment ça vient impacter le domaine du recrutement, comment les recruteurs sont amenés en fait à avoir une appréhension plus large de l'être humain au-delà de la fonction. Quelle est ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu vois des tendances émerger par rapport à ce phénomène de société quelque part? Alors, je te disais qu'on fait des études régulièrement. Le premier critère de choix de changement de job ou d'entreprise aujourd'hui, c'est l'équilibre vie pro, vie perso devant le salaire de base. Ah Devant. oui, quand même. Ah oui. Donc, en fait, oui, t'aimerais changer de job pour un salaire plus élevé, mais pas à n'importe quel prix. Et je suis même prêt à faire des concessions sur le salaire si j'ai ce fameux équilibre vie pro, vie perso. Et l'équilibre vie pro, vie perso impacte aussi le pouvoir d'achat et la rémunération. Dans le sens, si on te dit par exemple, exemple de base que je cite Mhm. souvent, mais qui est tellement vrai, la culture justement d'avant, du présentéisme, non, non, tu dois être au bureau à 9 heures max. Ok, mais si j'arrive à 9h30, ça ne change pas la face du monde. Dans plein Mhm. d'entreprises et d'organisations, c'est possible. Bien sûr, je bosserai une demi-heure de plus le midi ou le soir, etc. En quoi ça change la vie des gens? C'est juste que si tu commences à 9h30, tu as le temps de déposer tes enfants le matin à l'école. Tu n'as pas payé une nounou pour le faire. C'est du temps que tu passes avec tes enfants. Quel plaisir d'emmener tes enfants par la main tous les matins à l'école, d'avoir un temps d'échange ou d'aller les chercher le soir. Eh ben, une entreprise qui te dit, pas de problème, on peut s'adapter, ou l'autre qui est fermé, c'est ce qui fait que quelqu'un va partir, par exemple, ou va rester par dépit et dès qu'il y aura une opportunité, partira. Donc, premier chiffre, et c'est tout nouveau, hein, l'équilibre vie pro-vie perso était dans le top 3. Il est devenu aujourd'hui le premier critère. OK? Et la deuxième chose sur les aidants, c'est qu'on a aujourd'hui un cinquième des actifs en France qui sont en situation d'aidance, un tiers d'ici à 10 ans. Un Oh, tiers. c'est énorme. Ah ouais. Donc l'aidance, alors ça peut être des enfants handicapés, mais ça va être beaucoup aussi par rapport au Aux vieillissement de la parents. population, aux parents. On voit que les EHPAD, on manque de place et c'est de plus en plus cher. Donc on revient à il y a quelques années, voire 2 générations avant, à nouveau accueillir les parents chez soi ou avoir des parents plus ou moins autonomes, pas loin de chez soi, dont il faut s'occuper, etc., etc. Et donc, c'est un sujet qui est hyper tabou, les danses, où les gens n'en parlent pas, très peu. Et donc là, il y a des entreprises qui sont très à la pointe sur ces sujets parce que quand tu traites ce sujet, tu vas devoir aménager potentiellement le temps de travail des gens, mais en face, la reconnaissance, elle est énorme. Les gens sont très redevables. Quand tu dis, voilà, j'ai une problématique, j'ai besoin tous les jours de rentrer chez moi le midi pour donner à manger à mon père, à ma mère, etc. L'aide à domicile, elle vient le matin, elle vient le soir, mais j'ai besoin de prendre le relais pour des papiers, pour des trucs et tout. L'entreprise qui est conciliante et qui essaie de trouver un chemin, parce que c'est pas évident pour l'entreprise aussi de faire de Bien sûr. l'individualisation, ça, je l'entends, mais juste de recevoir et d'essayer d'aménager,
ou d'autoriser un 4/5e, un temps partiel, etc., en attendant d'eux, de minimiser peut-être l'impact de perte de rémunération et tout. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Le collaborateur, eh ben, du coup, il reste dans l'entreprise. Quand il est là, il est super investi. Il essaye de compenser ses absences. Ça, on le vérifie à chaque fois, hein. Parce que la charge mentale, elle est extrêmement importante. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Par contre, une entreprise qui ne le fait pas, bah, le collaborateur, il prend sur lui, il n'en parle à personne. Et qu'est-ce qui se passe? Soit il reste, et c'est ce qu'on appelle la démission silencieuse, il est là sans être là, parce qu'il a l'esprit occupé ailleurs. Soit il est en arrêt, assez souvent. Soit, chose la plus courante, il démissionne. Et donc, tu vas perdre un bon élément. Donc, pareil, on peut mettre sous le tapis, hein, en disant ça ne me concernera pas, ça n'existera pas. Ou alors la fameuse phrase qu'on entend depuis des années, le management à l'ancienne, tes problèmes perso, tu les mets à la porte de l'entreprise. Ouais. Bah non, désolé, moi, quand un de mes enfants est malade, ou si je viens de divorcer, ou si j'ai appris une mauvaise nouvelle, bien sûr que ça t'impacte. Comme quand tu passes une mauvaise journée au travail, ça impacte ta vie perso. C'est pas imperméable. Et donc l'entreprise, elle doit prendre ça en considération. Si tu veux avoir des gens engagés, eh bah oui, il y a des zones perméables entre la vie pro et la vie perso. Et donc, il faut trouver des conciliations, il faut trouver des discussions, et c'est non négociable. Et tu vois, quand je t'écoute aussi, ce que je me dis, c'est que est-ce qu'on passerait pas d'une logique de contrainte par rapport à justement avec cette dimension de la proche-aidance à une dimension de valorisation? Parce que toutes ces personnes, bon, moi je connais ça dans ma famille, mais et il y en a d'autres, développent des facultés comportementales, d'altruisme, de bienveillance, d'écoute attentive, qui sont hyper précieuses dans le monde de l'entreprise. Est-ce que ça Ouais. serait pas justement je te dis n'importe quoi, mais est-ce que dans un entretien de recrutement, ouvertement, de dire, ben voilà, si vous avez euh, un sujet par rapport à les danses, parlez-en, et même au contraire, c'est intéressant pour nous parce qu'on sait qu'il peut y avoir des, des pépites, des talents en fait par rapport à ça. Alors, les gens n'osent pas mettre ça en avant, mais moi, l'exemple que je cite souvent, c'est la maman qui prend un congé parental et qui fait un break pendant 3 ou 5 ans pour élever ses enfants. Mhm. Quand elle revient sur le marché du travail, c'est extrêmement compliqué et beaucoup, on leur dit, attends, ça fait 5 ans que tu bosses plus, tu vaux plus rien, quoi. Alors que, franchement, élever 2, 3 enfants, même un enfant, etc., tu développes des nouvelles compétences. Et donc, souvent, je dis comme ça aux femmes qui ont pris un congé parental, mettez-le, valorisez-le, et peut-être même avec humour sur votre profil LinkedIn ou sur votre CV, en disant, voilà, pendant 1 an et demi, j'ai appris à développer l'art du langage, de la pédagogie, de la patience, de la rigueur. Super manager. Bien sûr, mais on développe des compétences qui sont incroyables. Et ce que tu dis est très juste. Et comme c'est un sujet tabou, on n'ose pas en parler. Les gens sont manquent d'assurance et presque, je vais dire, d'arrogance. Mais il faut être un peu sûr de soi et affirmer. Et les gens s'excusent, entre guillemets, d'avoir fait un pas de côté pour des problèmes perso. Tu n'as pas à t'excuser. Au contraire, je trouve ça déjà beau en termes de valeur. Et comme tu le dis, tu développes des compétences. Donc, si dans les entreprises, il pouvait y avoir une espèce de coach comme ça, dans une fonction recrutement ou managériale, en disant, bah voilà, il y a peut-être des choses qui, dans ta vie perso, sont transférables dans ta vie pro, et je vais t'apprendre à transférer ces compétences ou à capitaliser dessus, voire à mettre dessus un certificat et à te payer une formation pour développer cette aptitude que tu as développée dans ta sphère personnelle. Ça serait génial. Ça serait Ouais. génial. Du coup, je rebondis sur un sujet qui est corollaire, c'est la notion de la typicité, avec des profils de plus en plus atypiques. Moi, j'entends, et je suis un petit peu pince sans rire, comme on dit, mais beaucoup d'organisations qui disent, mais nous, on est capable d'intégrer des neuroatypiques, des profils atypiques. Mais dans la réalité, il y a le discours et la réalité. Est-ce que, justement, ça fait partie aussi des axes de plus en plus que les employeurs devront aller chercher et monter en compétence pour comprendre un petit peu cet univers des profils atypiques et euh, je fais un fourre-tout un neuroatypique, c'est pour qu'on comprenne, hein, parce il y a des nuances justement dans tout ça. Mais est-ce que ça va devenir stratégique aussi de s'intéresser de plus en plus, mais vraiment à ces profils atypiques dans une perspective de recrutement? Alors, moi, c'est un truc qui m'insupporte, le côté atypique. En fait, Mm. quand tu regardes et si tu analyses les 300 CV que tu vas recevoir sur une offre Ouais. d'emploi,
tu que des gens atypiques. En fait, on est tous atypiques. On n'est pas des unique. clones. On a tous des parcours différents. Et même quand tu essayes d'avoir des profils types sur certains métiers où parfois ils recrutent, je pense souvent au cabinet de conseil, Oui, où ils recrutent, ils sortent des grandes écoles. Oui, alors là, tu as plutôt des espèces de clones où tu vas regarder, ils ont tous à peu près le même âge, ils sortent tous de la même école, ils viennent tous à peu près des mêmes quartiers, ils ont tous à peu près le même niveau d'éducation, les parents font tous à peu près le même job et ils sortent tous à peu près au même endroit. Oui, alors là, tu as des clones, mais alors là, c'est extrêmement dangereux, c'est de la discrimination à l'inverse. Mais sur la oui, plupart des autres choses, la réalité du monde de la population française, c'est justement des gens atypiques, entre guillemets. Le typique, ça serait le mouton à cinq pattes qui n'existe pas. eh oui, Quand tu regardes une offre d'emploi, tu as en moyenne 67% des gens qui s'excluent d'eux-mêmes parce que l'offre d'emploi ne correspond pas à la réalité même de ce qu'est réellement l'emploi. L'offre d'emploi, elle est déjà discriminante. Et donc, je dis souvent aux recruteurs, faites l'économie de mots, de trucs et tout. Allez à l'essentiel sur ce qui est non négociable. Et là, tu vas avoir justement une multitude de profils différents. Et il y a plein d'offres d'emploi qui sont hyper discriminantes. Je reprends l'exemple du BTS, par exemple. oui, Sur certains métiers, ils vont te dire, voilà, donc niveau exigé, bac plus 4 minimum, blablabla, blablabla. OK, bah, quand tu as 50 ans, avoir un bac plus 4, bah, c'est parfois compliqué, donc tu discrimines déjà des seniors. Est-ce qu'un senior qui a bac plus 2 avec de l'expérience est moins utile, moins efficace, sera moins productif que quelqu'un qui a 35 ans et qui a son bac plus 4? Bah, eh oui. voilà, et donc on va dire: «Ah oui, mais c'est un peu atypique». Non, c'est pas atypique, c'est la vraie vie, c'est la réalité, quoi. Ouais, ouais. Basez-vous sur les compétences réelles dont vous avez besoin, ouvrez vos chakras sur Mhm. les parcours. Vous allez avoir de plus en plus, avec le vieillissement de la population et l'allongement du temps de travail, des seniors juniors, donc des gens qui ont changé de boulot et qui sont juniors dans un nouveau métier à 45 ans, Mhm. mais qui ont déjà des bagages et qui ont des capacités, une agilité que tu as pas quand tu as 25 ans, ce qui est normal. Donc voilà, apprenez à recruter différemment, arrêtez de stéréotyper, de mettre les gens dans des cases, c'est insupportable. Et en plus, plus vous prenez des gens éloignés du profil idéal type, une fois de plus, plus les gens sont reconnaissants, parce que ces gens-là ont du mal à trouver un job. Et C'est donc, vrai. plus vous leur laissez, vous leur donnez une chance, ils sont hyper reconnaissants vis-à-vis de la boîte. Alors j'ai une dernière petite question. On parle beaucoup en ce moment, et je le constate moi au quotidien, la notion du travail prescrit, qu'on retrouve d'ailleurs dans les fiches de poste aussi, et puis aussi dans les offres d'emploi. Le travail réel et le travail perçu. Est-ce que ce sujet qui est beaucoup traité en santé au travail et de plus en plus dans les organisations, est-ce qu'elle trouve écho aussi dans une autre approche dans la manière en fait de concevoir des annonces, de passer des entretiens? Est-ce que ça impacte la chaîne du recrutement, Ouais, mais ce prisme? le chemin est long, hein. Ah, le chemin est long, ouais. Ouais. En gros, ce qui se passe, c'est que oui, les offres d'emploi, etc., c'est rarement le reflet de la réalité. Et donc là, il y a pareil, certaines entreprises qui ont compris ça. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir quantité de candidats, il faut avoir des candidats de qualité. Et donc, en étant transparent sur le salaire, sur les vraies conditions de travail, etc., tu auras peut-être, oui, 10 fois moins de candidats, mais tu auras les bons candidats qui postulent en connaissance de cause. Avoir 300 CV à filtrer auxquels tu réponds pas. Et si tu veux y répondre, c'est du temps, c'est de l'argent, etc. Donc, c'est quoi l'intérêt? C'est vrai, Euh, tout voilà. simplement. Et comme sur la REM, en fait, il y a plein de gens qui me disent, bah, je communique pas sur la REM parce que je suis pas compétitif. Je dis, mais est-ce que tu as vraiment des éléments de comparaison? En fait, c'est souvent une idée reçue que tu payes moins bien. Mais quand tu as des données chiffrées, sur Indeed, tu peux voir, hein, il y a trois onglets. Il y a la page d'accueil, Mhm. il y a un onglet marque employeur, il y a un onglet salaire. Tu peux taper un métier, un bassin d'emploi, et tu auras la moyenne des salaires pratiqués par tous les recruteurs sur ce bassin d'emploi. Et à chaque fois que je fais l'exercice, dans 90% des cas, l'entreprise a dit, ah ben je suis pas si mal. Bah oui, tu es dans la moyenne. Et même si tu es en dessous de la moyenne, les gens vont postuler chez toi, pas que par rapport au salaire, par rapport à Complètement. d'autres choses. Tu sais, le bien-être au travail dont on parlait, ou l'équilibre vie pro-vie perso, ou le fait que la boîte, elle est juste à côté de chez lui, et donc il n'a pas à prendre sa voiture. Donc oui, tu payes moins, mais il vient bosser à pied ou en vélo. Donc pour lui, c'est un gain de pouvoir d'achat qui est énorme. Ouais. Donc c'est pas forcément être le mieux disant et, et faire du mauvais marketing RH, entre guillemets. Faut pas se survendre. Plus tu es
transparent, plus tu es authentique, plus tu es efficace. Mais c'est compliqué, hein, pour les recruteurs et pour les patrons. Ben écoute, j'aime bien cette idée-là. C'est une belle dernière approche, je trouve, et une belle philosophie. On est dans l'ère de l'authenticité, à tous les niveaux. Comment communiquer authentique et puis avoir un rapport authentique. Je trouve que c'est un beau résumé que tu fait sur peut-être cette approche du recrutement. Peut-être si on devait. Moi, ce que je retiens, c'est d'être beaucoup plus authentique, beaucoup plus à l'écoute, peut-être dans des pratiques de recrutement, quelque part. Et plus humain, en fait, parce que malgré le fait qu'on soit à l'ère de l'IA, etc., nous, on développe des outils de matching, mais l'objectif, c'est de faire matcher les gens pour qu'ils se rencontrent. Et d'ailleurs, quand on fait des sondages, etc., les gens disent oui, l'IA, ça peut être très sympa si ça m'offre plus de chances Mhm. pour rencontrer des gens. Et l'IA, elle peut casser des biais ou au contraire, elle peut les accentuer, donc il faut faire très attention. Mais l'objectif, c'est de libérer du temps administratif ou du tri de CV pour avoir plus de temps humain. Et quand tu rencontres les gens, même le CV, en fait, je dis, vous n'êtes pas votre CV. Mhm. Il y a des gens qui savent super bien faire le CV et qui se sont survendus. Il y a des gens qui ne savent pas se vendre et qui ont un CV dégueulasse. Mhm. Et donc, c'est triste à dire, mais le CV a encore une barrière frontale. Et je dis, en fait, nous, on fait des fois du recrutement sans CV basé juste sur les compétences indispensables et on met les gens face aux recruteurs sans qu'ils aient vu avant à qui ils avaient affaire. Et c'est un exercice qui est super intéressant. Ah ouais. Et les gens découvrent, c'est un peu marié au premier regard, tu sais. Mhm. Eh oui, Mais il y a des recruteurs qui me disent, ah ouais, lui, je ne l'aurais jamais sélectionné. En fait, la rencontre, elle est géniale. Le gars, il est super. Elle, jamais je l'aurais envisagé par rapport à son âge, par rapport à ci, par rapport à ça. Et c'est là, on se dit, mais le recrutement, c'est de l'humain, quoi. Et tu vois, les profils atypiques, etc. Bah ouais, rencontrez-vous, c'est ça. discutez. Et C'est ça, l'histoire c'est ton parcours, parce que le patron avec le patron, le DG d'Indeed, ouais, c'est ouais. comme ça, voilà, c'est une rencontre humaine, et puis, et quelque part, c'est ce qui fait la technique, c'est une chose, mais ce qui fait le succès peut-être d'une collaboration, c'est aussi la nature de la qualité humaine, interrelationnelle, quelque part. C'est aussi important, donc, Il y a plein de secteurs d'activité qui recrutent comme ça, hein. Moi, j'ai discuté, j'avais fait une conférence avec Thierry Marx, qui est patron de l'organisation, hein, des métiers de l'hôtellerie, de la restauration. Et il disait à certains de ses collègues qui n'arrivent pas à recruter, y compris des grands chefs, hein, tu peux avoir des étoiles et tout, il dit, même moi, Thierry Marx, j'ai du mal à recruter. Mais il dit, quand tu as un mec qui pousse la porte de ton resto, qui vient te voir, et qui veut te déposer son CV, tu fais quoi? Il dit, ah, ben, je lui donne rendez-vous. Il dit, bah, t'es con, t'as rien compris. Il dit, tu prends 5 minutes, tu lui offres un café, tu oui, prends un verre avec lui, tu discutes avec lui. Voilà. c'est ça. C'est de l'humain, c'est un métier humain. Et même Et le gars qui n'a pas de CV, qui a envie, etc., il y en a qui disent, ah, j'ai toujours rêvé de travailler chez vous. Et tu as plein de belles histoires comme ça, de gens qui ont commencé à la plonge dans des super grands restaurants, puis petit à petit sont devenus à des postes un peu plus stratégiques, ont été formés. Tout le monde ne fait pas des grandes écoles, mais quand tu laisses la chance au produit, entre guillemets, tu as des gens qui te le rendent au centuple. Pas toujours, mais quand même, la plupart du temps, c'est le cas. peut-être un autre positif à transmettre aux auditeurs et ceux qui sont en train de chercher, hein, c'est peut-être que c'est en train de s'inverser. On revient peut-être de plus en plus à, moi j'appelle ça le bon sens paysan, hein. Autrefois, on allait Ouais. dans la rue, on rencontrait les gens, on n'avait pas peur, on y allait. Et quelque part, maintenant, c'est peut-être cette démarche qui va être appréciée par les recruteurs. Après, ce qui est compliqué, c'est de les rencontrer. En fait, on est dans Oui, une ère numérique, des réseaux sociaux, oui. des ATS, donc tout passe par des outils, etc. Et donc, c'est compliqué quand tu es candidat de voir réellement quelqu'un. Mm. Mais en effet, les recruteurs ont il y a une espèce de retour en arrière, ont besoin de rencontrer des gens. Et donc, il faut trouver le juste équilibre entre la techno et le temps humain. Mais je te rejoins. Les candidats ont besoin de ça, les recruteurs ont besoin de ça aussi. Complètement. Comme on arrive dans la fin de l'émission, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager? Alors, soit un conseil auprès des auditeurs, ou un mantra, une philosophie, ou quelque part une perspective que tu veux donner à ton métier, une vision que tu veux nous partager sur les années à venir. Tu as le choix. Moi, je suis d'un naturel optimiste, pas utopiste, mais Mhm. optimiste. Je préfère toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Même dans le contexte actuel, tu vois, qui est très incertain, qui est compliqué, où chaque matin, tu te dis qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la gueule, qu'est-ce que va nous faire Donald ou Xi Jinping ou je sais pas qui.
Voilà. Bon, c'est vrai que on est dans un monde un peu incertain. Pour autant, tu vois, malgré tout ça, il y a des belles énergies, il y a des belles choses qui se passent. La technologie n'a jamais autant évolué. L'IA fait avancer plein de choses sur la médecine, etc. Donc, je me dis, j'espère qu'on va pouvoir aller vers un monde meilleur et ça dépend de chacun. Et que parfois, il faut être un peu dans la mouise pour réagir. Et donc, je me dis, le fait d'être un peu dans la mouise dans plein de sujets, y compris dans le sujet des ressources humaines, plus il y a de la contrainte, plus ça t'oblige à être inventif et à être agile. Donc, j'ai deux conseils, deux constats et conseils à donner. Côté recruteur, ouvrez vos chakras parce que vous ne pourrez plus jamais recruter comme avant. La nature et la qualité des candidats va radicalement changer par rapport à cette inversion démographique. Et donc, les bons candidats, y compris ceux que vous n'aviez pas l'habitude de chasser avant, vont devenir de plus en plus rares. Et donc, attirer les meilleurs candidats, c'est ouvrir ses chakras, recruter ces fameux profils atypiques, consacrer plus de temps à l'humain et faire en sorte que les outils techno, la data, bah, vous aident à éliminer au maximum les biais que vous avez, conscients ou inconscients. Côté candidat, oublie que tu n'as aucune chance et fonce. Comme on disait dans Les Bronzés, provoque ton destin. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais prends ton destin en main, provoque ton destin. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est souvent plus simple à dire qu'à faire, mais il y a plein d'opportunités et je trouve que la France, elle évolue quand même vers ça. C'était très anglo-saxon avant. Je dis pas que c'est toujours simple et facile, mais voilà, tu as envie de travailler pour une entreprise, tu n'arrives pas à passer par la porte, essaye de passer par la fenêtre, travaille ton réseau, attends pas d'être en recherche active pour travailler ton réseau et surtout fais en sorte, ce que j'ai dit au début de ce podcast, de n'avoir jamais la sensation d'avoir du mal à te lever le matin pour aller bosser. Donc, essaie d'être aligné. Et quand tu es aligné, tu es super efficace, tu es productif, c'est bon pour ta santé physique, c'est bon pour ta santé mentale. Donc, c'est pas qu'une question de salaire. Une bonne boîte avec un super salaire, mais un job qui est détestable, ça marche 6 mois, tu n'arrives pas à faire l'effort plus longtemps. Et même si je multiplie ton salaire par deux, ça ne marchera pas. Donc, sois aligné avec tes valeurs profondes, sois exigeant vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis justement des gens qui t'entourent et trouve la bonne boîte, le bon manager pour être aligné et pour être épanoui, quoi. Voilà. Et savoir dire non, c'est implicitement dire oui aussi pour se choisir dans ses profondes convictions. Donc, on est proche de quelque part. Et moi, c'est ce que j'aimerais amener. Puis, je suis un petit peu provocateur. On est proche dans une forme de spiritualité quelque part. C'est d'aller chercher une quête de sens qui est vraiment profonde. Je parle pas du côté religieux, mais une quête de Ouais. sens profonde. Et de plus en plus, ces individus, en fait, ont besoin d'aller chercher du sens. Et quelque part, de se rallier avec le sens, ça nous permet aussi de se rapprocher de d'organisations qui veulent mettre du sens. Et je trouve que c'est louable. Voilà. Ah, le sens, tu vois, c'est l'utilité. Tu vois, par exemple, quand on pose la Mhm. question aux infirmières ou aux profs aujourd'hui, Mhm. bien sûr, ils aimeraient que leur salaire soit revalorisé, mais pas tant que ça. En fait, ce qu'ils veulent, c'est juste être considéré, valorisé. Et dans tous les métiers, quand tu es juste considéré, quel que soit ton niveau dans l'entreprise, si juste tu sais à quoi tu sers dans l'entreprise, quel est ton rôle, et qu'on te remercie pour ce que tu fais et pour ta contribution, aussi infime soit-elle, ça c'est important. Et c'est ça le sens, en fait. On parle beaucoup de sens, genre le sens, oui, l'impact sur la société écologique et tout. Mhm. Ah, ça s'est perché. Mhm. Le sens commun de Le à sens quoi je sers pragmatique. Voilà. le matin et quand j'ai fini ma journée de travail, eh ben, est-ce que j'ai été utile? Est-ce que j'ai contribué à quelque chose? Et des fois, il suffit d'un sourire, d'un merci. C'est bien ce que tu fais. C'est pas grand-chose, hein. Mais ça peut changer la vie des gens, ça. Écoute, c'est un beau mot de la fin. Merci infiniment, Eric, pour ton partage. Et puis, tu incarnes vraiment ce que tu prônes parce que je trouve que tu as été vraiment très authentique. Je pense que les auditeurs ont beaucoup apprécié nos échanges, je pense, parce que tu J'espère. t'es livré. Et ça, j'aime ça, et c'est l'esprit de l'émission. En tout cas, merci. Et tu reviens quand tu veux, si tu as envie de nous partager justement tes feedbacks, tes visions, et puis tes datas nuancées. Moi, j'aime bien ça. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Eric. N'hésitez pas à me suivre justement sur LinkedIn. Je partage beaucoup des données, des rapports et tout.
Et Ouais. j'adore recevoir vos commentaires, donc ça me nourrit. Et tu as plein d'espaces où tu es invité, donc c'est chouette que tu sois ambassadeur justement de quelque part une autre vision du recrutement et je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup, Johan. Merci, merci à toi, puis merci aux auditeurs pour vous être fidèles de vos réactions, vos commentaires, de vos partages. Et moi, je prends toujours autant de plaisir de recevoir des visions, des profils éclectiques, voilà, qui nourrissent des réalités, parce que chacun a un prisme de réalité, et c'est ce qui fait la richesse de l'émission. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous pour prochaines émissions, et puis à très bientôt, Eric. Merci à tous, au revoir. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.